J'essayais de prendre un peu de distance à l'égard des aspects répressifs qui étaient plutôt représentés par Edner D, là, qui s'occupait de la sécurité, les services de sécurité. Alors il faut que je vous dise que j'étais chef de service de la délinquance qui fonctionnait dans le cadre de l'Institut du bien-être social et je collaborais avec une série de personnes et c'est petit à petit que je suis aperçu que au fond c'était comment dirais-je, l'institut était dirigé par le médecin personnel du président de la République. Les chefs de service avaient d'autres fonctions que les fonctions professionnelles et là on a commencé à faire pression sur moi. La photo du président en arrière de mon bureau qu'on m'a imposé. On m'a demandé là de m'inscrire à certaines inspections la nuit avec des groupes. On m'a demandé d'apprendre à tirer, m'exercer au tir, etc., etc. La demande devenait pressante. Et on m'a fait même passer en jugement devant un comité à l'Institut du bien-être social, 2 fois plutôt qu'une. C'était pour on voulait savoir pourquoi j'étais jamais aux réunions politiques, pourquoi j'assistais pas aux réunions politiques. Et pourquoi je parlais à la radio, à la télévision, il y avait un programme financé par des commerçants, mais je mentionnais jamais ce que le gouvernement faisait pour les malades mentaux. Dans ce temps-là, il n'y avait encore rien, il n'y avait pas encore le centre de psychiatrie Mars Klein, il n'y avait pas Bedet et moderne, il y avait plutôt le Bedet ancien, etc. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire de ce côté-là. Mais on m'a dit, trouvez quelque chose. Bon, c'est ça. Alors moi, j'ai fait comprendre que j'étais un professionnel, que je voulais pratiquer, psychologue, indépendant, et je voulais pas me mêler de politique, etc. Et là, on m'a dit, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Et c'est là que j'ai compris que il fallait être extrêmement prudent dans mes démarches et l'idée de partir pour l'étranger a commencé à germer dans mon esprit. Bon. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des mesures pour m'évader parce que je trouvais que la pression devenait trop forte et c'était difficile de pratiquer la psychologie dans un climat serein, dans le contexte de répression dans lequel on vivait dans ce temps-là. Le climat général se détériorait. Et, par exemple, dans notre quartier, quand la famille se tenait sur la terrasse qui dominait la main, dominait la rue. Et il y a des gens qui passaient, qui proféraient certaines menaces contre les bourgeois et ceux qui profitent des autres. Et qu'un jour ça va changer, on va leur demander des comptes. Et... Bon, j'aimais pas trop cela. Nous étions toujours en contact avec l'ambassade canadienne qui a dit ne vous inquiétez pas, s'il se passe quelque chose, bon,
Un jour, il m'avait envoyé là, le chauffeur, l'ambassade m'a donné un petit drapeau canadien, parce qu'il disait que votre femme est canadienne et on étend la protection du Canada à la famille. Bon. Ça m'a beaucoup rassuré, ça, je dois le dire. Bon. Et on dit, si il y a quelque chose, vous entrez en contact avec nous, et puis la logistique est assurée pour permettre à votre famille de sortir de la maison et puis d'aller quelque part où on vous donnerait rendez-vous. Bon. Bon, dans mon travail, ça allait pas très bien, disons. Le mot est faible, mais ça. Et je me suis aperçu que l'atmosphère devenait de plus en plus politisée, que ceux avec qui je travaillais étaient armés. Bon. Le directeur lui-même se promenait avec une mitraillette, puis il y avait d'autres là qui avaient des poignards, puis des mitraillettes qui affichaient là, et d'autres cachaient des revolvers dans leur sac. Et alors il me demandait où est-ce que je me trouvais. Et pourtant c'était un institut professionnel. Hein. Et puis quand il y avait une rumeur quelconque, le directeur nous incitait à aller offrir nos services au palais. Et puis là, c'est le branle-bas, tout le monde partait, puis on se trouvait au palais là, national. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand on nous a convoqués une fois, un dimanche matin, à nos bureaux. Et j'ai demandé pourquoi, on m'a dit tout ce qu'on vous demande, c'est d'être là dimanche matin. Alors, je lui disais, vous des élections? Il dit oui, ouais. Je lui ai dit, il s'agit de voter. On a dit oui, mais posez pas trop de questions, là, parce que venez, on va mettre des voitures à votre disposition, on va vous donner des bulletins de vote, puis vous n'avez simplement qu'à remplir, et puis alors je me suis présenté avec ma femme dans ce temps-là, c'est ma première femme, elle s'appelait Louise Gamache, elle était psychologue comme moi, travaillait aussi à l'Institut. Et puis, on nous a amenés au Champ de Mars pour voter. Et l'enjeu était de taille, parce que il s'agissait, pour le président, qui avait fait déjà, je pense, 2 termes, au lieu de demander à faire un 3e, je pense que il a utilisé une stratégie, c'est-à-dire tous les bulletins de vote étaient déjà imprimés, c'était marqué en haut, François Duvalier, président à vie. Bon. Et le candidat, Sénat et députation. Bon, alors, au début, j'ai pas compris trop la tactique. On a dit, on vote pour le député, on vote pour le sénateur.
on vote pas pour le président. Ben on dit, ne vous en occupez pas, là, et il s'agit pas d'élection présidentielle, là, mais simplement, on met ça comme le président. Il s'agit du président de la République. Alors simplement, on met son nom en haut du bulletin. Alors tout ce qu'on avait à faire, c'était déposer le bulletin dans la boîte. Bon. Et après, on est venu nous solliciter, les fonctionnaires sont venus nous féliciter d'avoir voté. Et le soir, on apprend que le peuple, un geste spontané, a décidé de plébisciter le président Duvalier, de le nommer président à vie. Bon. Alors, ça a été la grosse surprise. Le président a fait un discours le lendemain pour dire qu'il remercie le peuple d'avoir spontanément pensé à le porter au pouvoir, à le proclamer président à vie. Mais il ne sait pas si légalement il peut accepter. Alors il décide de consulter la Cour suprême. Bon. Et la Cour suprême a rendu sa décision quelques temps plus tard, d'avoir que a prétendu avoir consulté des constitutionnalistes haïtiens et étrangers qui ont prétendu que c'était possible, et que la Constitution, c'est la loi fondamentale, mais que la souveraineté réside dans le peuple. Alors, quand le peuple a fait son choix, personne ne peut contester ce choix-là. Les pays étrangers ont eu beau protester, les ambassadeurs américains. Il y a eu des bateaux de guerre, ils sont présentés en rade de Port-au-Prince. Duvalier n'a pas bougé. Et les journalistes sont allés le voir, lui dire comment il allait régler le problème. Il dit, le problème, quel problème? Bon. Alors là, les gens étaient dehors, manifestaient partout, etc. Fait venir les gens des provinces pour le plébisciter, là. Et puis, il a dit aux Américains, je sais qu'il y a un problème aux États-Unis. Bon, il y a un problème des Noirs hein, aux États-Unis, ça c'est un problème, etc. Alors, c'est un problème à régler, là, on voit là un qui devrait être réglé mais ici, bon, promenez-vous dans le pays, puis tout le monde est calme, tout est tranquille, etc. Il n'y a rien. Et c'est ainsi que le coup d'État a été accompli. Et puis, finalement, il s'est proclamé le président à vie. Et ensuite, il a été remplacé par son fils à sa mort. Quand j'ai décidé de partir d'Haïti, c'était un moment particulièrement crucial. J'avais vécu 6 années sous Duvalier et à un certain moment, même si la première partie s'était très bien déroulée, en fait, on était assez proche du pouvoir de par nos fonctions à l'université et ensuite à l'Institut du bien-être social, de par ma collaboration aussi avec Louis Mars, qui était ministre, et puis Jean-Baptiste Georges, qui était le confident de Duvalier, son ministre aussi plus tard. Et donc, je me sentais assez bien protégé au départ. Bon, et ça a évolué comme ça pendant quelques années. Et ben, à un certain moment, ça a changé. Et je pense que ça a coïncidé un petit peu avec la maladie de Duvalier.
Il a été à un certain moment frappé par un traumatisme quelconque, on n'a pas donné de détails là-dessus. Il y avait une partie du corps qui était paralysée. Et j'ai cru comprendre que, parallèlement à ce problème physique, il y a eu une évolution de sa personnalité. C'était plus le même homme, là, ça changeait visiblement au fur et à mesure. Et c'est alors que le sentiment de sécurité chez moi s'est converti en sentiment d'insécurité. De plus en plus, on me demandait des choses à laquelle je ne pourrais pas me soumettre. Bon, on m'a expliqué que, vu le contexte, c'est vrai que Duvalier avait beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui essayaient de l'abattre par tous les moyens possibles, empoisonner et tout ce que vous voulez. Et lui, il avait toujours dit qu'il mourrait dans son lit. Bon, il n'avait pas peur ni des Américains, ni des ennemis de l'intérieur. Sauf que la répression a commencé à s'abattre un petit peu sur ses ennemis. Et il est devenu un petit peu soupçonneux. Et c'est ainsi qu'il a renforcé la vigilance, et ses partisans aussi s'agitaient beaucoup. Et là, j'ai découvert que le milieu où je travaillais n'était pas un milieu tout à fait neutre, que j'étais entouré de gens qui étaient des militants du pouvoir, et il fallait faire ses preuves. Et c'est ainsi qu'on m'a approché, on m'a demandé pourquoi vous ne venez pas à nos réunions. On ne vous voit jamais aux réunions politiques. J'ai dit, j'y pensais pas. Bon. Ensuite, on m'a demandé pourquoi vous n'écrivez jamais un article en faveur du président et du parti. Là non plus, j'y pensais pas. On m'a dit, vous parlez à la radio, vous avez un programme à la télévision, vous y en profitez pour glisser un mot sur tout ce que le gouvernement a fait dans le domaine de la santé mentale, etc. Bon. Et j'ai hésité un peu, parce que je savais très bien ce qu'il avait fait ou ce qu'il n'avait pas fait. Et j'ai répondu que, en fait, je cherche là, j'essaie de voir où je pourrais intervenir. Bon, ils m'ont dit, trouver quelque chose. Il faut en parler à la radio, il faut en parler à la télévision. Et la situation a évolué et dégénérait. Il commençait à y avoir des bombes qui éclataient un peu partout. Et c'est ainsi que, à chaque fois qu'il y avait une alerte quelconque, le directeur de l'institut où je travaillais, qui était en même temps il était le médecin privé du président. Il y avait aussi à mes côtés là, quelqu'un qui était chef de la sécurité au palais. Alors, à chaque alerte, il nous convoquait pour aller au palais, offrir nos services, montrer que nous sommes là, etc. Bon, alors, je me voyais mal, psychologue, professeur d'université, allant de temps à autre
faire des démonstrations de patriotisme, de militantisme. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. On commençait aussi à me dire pourquoi il n'y a pas une photo du président dans votre bureau. J'ai dit j'y pensais pas, mais ils m'ont dit que c'est nécessaire. 2, 3 fois ils sont revenus et à la fin ils ont carrément placé une photo du président derrière mon bureau et ils m'ont dit c'est pour votre propre protection. Je les ai remerciés. Quelque temps après, ils m'ont demandé est-ce que j'ai une carte? J'ai dit non, j'ai pas de carte. C'est une carte des militants où on donne un certain nombre de comment dirais-je, de recommandations en cas d'alerte. Où faut-il se rapporter, comment se rapporter, et des choses comme ça. Et moi, je ne me considérais pas comme militant, mais et c'était ça le problème. C'est que je leur ai dit, je suis psychologue, je suis un professionnel, je travaille de façon indépendante, je ne fais pas de politique, je ne voulais pas m'impliquer de façon active. Alors, c'est là qu'ils m'ont répondu, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Bon. Et la situation a continué à se dégrader. Quand à un certain moment, quelqu'un m'a dit, faites attention parce que déjà on vous a demandé de participer à certaines inspections le soir. Et un jour, on pourrait vous demander, on pourrait vous confier une mission à laquelle vous ne pourriez pas vous dérober. Et c'est là que j'ai vraiment compris que ma sécurité était dans la fuite. Et je devais absolument partir. Et j'ai pris contact avec mon réseau au Québec et également aux États-Unis. Mon frère vivait aux États-Unis, à l'université, il était professeur à l'université. Alors il m'a mis en contact avec une série d'universités américaines où j'offrais mes services comme professeur de psychologie. C'est lui qui faisait les démarches et moi j'évitais d'écrire des lettres à ce sujet. Et puis j'ai pris contact aussi avec mon jury de thèse de doctorat et je lui ai demandé de me convoquer devant le jury pour leur rendre compte de l'état de mes travaux. Bon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça m'a permis d'obtenir un passeport. Et c'était ça le point important. Et j'avais décidé de partir, mais il fallait ensuite savoir comment j'allais m'y prendre. Et c'est ainsi que sur la base de ces papiers-là, j'ai pu obtenir un passeport officiel comme fonctionnaire de l'État. Et je ne devais pas me rendre au Canada puisque l'immigration n'était pas encore ouverte entre le Canada et Haïti. Alors dans ce temps-là, c'était beaucoup plus facile d'aller aux États-Unis. D'autant que j'étais un professionnel et les professionnels, surtout ceux qui étaient diplômés du Canada, étaient bien accueillis aux États-Unis. Alors je n'ai eu aucune difficulté à obtenir un visa américain. Et le problème, c'était de laisser l'aéroport. Alors là, j'ai été à mon travail un beau jour, et, comme d'habitude, et on travaillait de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Et puis, à l'heure dite, je suis allé à l'aéroport avec ma voiture. Je laissais absolument rien paraître.
mes parents avaient amené mes valises à l'aéroport. Et puis à l'aéroport, je faisais mine de rien de me promener un petit peu. Puis quand c'était l'heure là de passer à l'immigration, et là je suis passé en vitesse. Et comme ça, j'ai pas pu être retenu au dernier moment par les gens qui étaient toujours là à l'aéroport en train de surveiller. Il faut dire que l'aéroport, dans ce temps-là, est un aéroport militaire. Bon, et c'était rempli de miliciens qui servaient de fonctionnaires, oui, qui encadraient aussi les fonctionnaires. Donc, c'était pas facile de déjouer leur vigilance. Donc, utiliser toutes sortes de tactiques pour même dans l'avion. Bon, je ne me sentais pas encore tout à fait en sécurité. Et c'est ainsi que ça s'est passé. J'ai été nommé professeur de psychologie à Durham, en Caroline du Nord, où je suis resté pendant 1 an. Mais quand on m'a demandé là, de faire mon service militaire, là, évidemment, ça ne me souriait pas du tout, d'une part. Et d'autre part, ma femme n'était pas... comment dirais-je, j'avais fait un mariage interracial, bon, et dans ce cas-là, c'était illégal, bon, qu'un blanc se marie avec un noir aux États-Unis, c'était même un délit, bon. Alors, ce qui fait que je me suis dit, il n'y avait absolument pas moyen de tenir aux États-Unis. C'est ainsi que j'ai décidé de retourner au Québec, où j'ai été accueilli les bras ouverts.